La France est le lieu où la culture et l'histoire rencontrent l'art. La perle de l'Europe. Mais que ça vaut vraiment la France? Au-delà des apparences, il existe un autre visage de ce pays. Une France faite de dossiers non résolus, de créatures sans nom et de châteaux qui hurlent dans la nuit. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur 5 légendes françaises. Bienvenue sur Mythes Vivants. Si vous êtes prêts, commençons. Ce n'était pas une simple attaque de loup. C'était le plus grand mystère de l'histoire de France, la bête du Gévaudan, contrairement aux prédateurs ordinaires. La bête ne visait pas le bétail, elle s'attaquait directement aux êtres humains. Chose étrange, la majorité des victimes étaient des femmes et des enfants, un comportement qui ne ressemblait à celui d'aucun autre grand prédateur. Les témoins étaient formels. Ils décrivaient un monstre au pelage roussâtre, une raie noire marquant son dos, des griffes gigantesques et une allure de lévrier. Le nombre de victimes devint si important que l'affaire finit par alerter la cour royale face au désespoir du peuple. Le roi Louis XV envoya l'armée. Un véritable état de guerre fut déclaré. Les archives royales l'attestent, plusieurs prédateurs de taille inhabituelle furent abattus lors de ces opérations. Cela renforce l'idée qu'il ne s'agissait pas d'une bête unique, mais d'une population entière de tueurs. Cependant, la traque de la bête principale prit fin le 19 juin 1160 septembre. Jean Chastel, un chasseur local, terrassa enfin le monstre lors d'une chasse organisée par le marquis d'Apcher. L'autopsie fut glaçante. Dans son estomac, on retrouva des fragments d'os humain. Une victime tuée quelques heures plus tôt que Gel ou Géant, hybride chien-loup ou hyène exotique. Pour le peuple du Gévaudan, ce n'était pas un simple animal. C'était une terreur qui fit trembler le royaume et s'opposa aux armées. À présent, nous quittons cette légende pour une autre horreur, plus concrète, plus judiciaire, le loup-garou de Dole. Procès reste l'un des registres judiciaires les plus concrets de l'histoire du mythe du loup-garou. Entre 1572 et 1573, des enfants commencent à disparaître dans la région de Dole, et certains sont retrouvés, bien que rarement, gravement mutilés. Le peuple pense alors à une sorte d'entité spirituelle. Un soir, des ouvriers passant près de la ville entendent des grognements provenant des buissons. Ils décident d'aller voir. Dans l'obscurité, ils distinguent une silhouette qu'ils prennent d'abord pour un loup. Mais en s'approchant, la scène qu'ils découvrent est bien plus terrifiante au milieu des ténèbres. S'attaquant avec une rage sauvage à une fillette de 10 ou 12 ans. Ils reconnaissent Gilles Garnier, un ermite vivant en marge de la cité. Les ouvriers décrivent son état à cet instant comme celui d'un monstre ayant perdu toute humanité, déchiquetant sa proie avec des mains semblables à des griffes. Les témoins oculaires affirment l'avoir vu tantôt sous la forme d'un loup, tantôt sous une forme humaine d'un Garnier. Dans ses aveux probablement obtenus sous la torture, raconte avoir passé un pacte avec un démon pour se transformer en loup afin de se nourrir. Lui et sa femme, en s'attaquant à des enfants, il est tenu responsable de la mort d'au moins 4 enfants. Le 18 janvier 1574, le tribunal rend son verdict. Gilles Garnier est reconnu coupable de lycanthropie et de sorcellerie et condamné au bûcher. Aujourd'hui, les milieux scientifiques s'accordent à interpréter cette affaire comme un cas de lycanthropie clinique, une maladie psychologique où l'individu se prend pour un loup, mêlé à un cas de cannibalisme aggravé, alors que les flammes de Gilles Garnier s'éteignaient. L'obscurité de la France ne s'est pas effacée de la surface de la Terre. Au contraire, elle s'est infiltrée bien plus profondément, juste sous nos pieds. Maintenant, nous descendons là où la lumière ne parvient jamais, là où 6 millions d'êtres humains vous attendent en silence. Ce n'est pas seulement un cimetière, c'est un labyrinthe d'ossements colossal de 300 km dont, selon la légende, celui qui s'y perd ne ressort jamais. Les catacombes de Paris, à la fin du XXe siècle. Paris vivait un véritable désastre sanitaire. Le cimetière des Innocents, situé au cœur de la ville, était si saturé qu'en 1780, on raconte que le mur d'un bâtiment s'effondra sous la pression des cadavres. Face à l'odeur insupportable et au risque de maladie qui envahissait la ville par décision royale, le transfert de millions d'ossements vers d'anciennes carrières commença en 1786. Ce transport colossal fut réalisé chaque nuit pendant 2 ans, accompagné de cérémonies religieuses et de torches, tout en étant caché au public. À l'intérieur de ces carrières se trouvent les restes d'environ 6 millions de personnes. Cependant, seule une petite partie de ce labyrinthe est ouverte aux visiteurs. Des cas de disparition et de panique ont été documentés dans les zones interdites, où des explorateurs clandestins s'introduisent illégalement. L'événement le plus mystérieux reste la découverte d'une caméra vidéo dans une zone interdite des catacombes. Sur les images, on voit une personne courir paniquée avant d'abandonner sa caméra et de disparaître dans l'obscurité. Cette vidéo demeure aujourd'hui une énigme de type found footage, dont l'origine n'a toujours pas été clarifiée. Nous quittons les catacombes sombres de Paris pour rejoindre les rues de Bretagne, l'Ankou, dans la culture bretonne.
La morte n'est pas un concept, mais imaginé comme un ouvrier. Physique, le terme en coup désigne l'âme de la dernière personne décédée dans un village au cours de l'année. Sa mission est de collecter, avec sa charrette, des âmes. Les âmes de ceux qui mourront l'année suivante. C'est pourquoi, si vous entendez le grincement d'une charrette sur les routes de Bretagne à minuit, ne regardez surtout pas derrière vous, dans les églises de villages comme la Roche-Maurice. On trouve des représentations de l'Ankou datant du XVe siècle. Sur ces effigies, il ne tient pas une faux classique, mais une lance ou une faux montée à l'envers. Aujourd'hui encore, nous savons par les récits de presque des habitants, entendant des bruits de roues grinçantes. Lors des nuits brumeuses de Bretagne, contactent parfois les brigades de gendarmerie. Saviez-vous que le château de Brissac, le plus sot de France, abrite l'une des histoires de fantômes les plus documentées d'Europe? L'histoire du château de Brissac est absolument terrifiante. Au XVe siècle, le propriétaire des lieux, Jacques de Brézé, était marié à Charlotte. Celle-ci était la fille légitime du roi Charles VII, par conséquent, la demi-sœur du roi Louis XI, bien qu'ils se soient mariés en 1462. Leur union ne fut jamais heureuse, la nuit du 31 mai 1470 septembre, alors que Jacques revenait d'une longue partie de chasse. Il surprit Charlotte en flagrant délit d'infidélité. Pris d'une rage meurtrière, Jacques mit fin à la vie de Charlotte et de son amant avec plus de 100 coups d'épée. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. On raconte que les cris de Charlotte sont restés à jamais emprisonnés dans les murs du château. Ceux qui disent avoir aperçu son fantôme rapportent un détail glaçant. Son visage ne présente aucune trace d'yeux ni de nez, ne laissant apparaître que des cavités vides, selon la légende. Elle portait une robe verte au moment de son dernier souffle. C'est pour cette raison qu'on l'appelle désormais la Dame Verte. Aujourd'hui encore, la famille de Brissac, propriétaire du domaine, évoque lors d'interviews des bruits inexpliqués et des phénomènes surnaturels qui continuent de hanter la demeure. Certaines histoires refusent de rejoindre la terre. Elles ne demandent qu'à rester gravées dans les mémoires. Ce qui importe, c'est la fin qu'on leur donne. À bientôt pour une autre histoire.